bonjour à toutes. Rémi Villeneuve, je me présente chez Technocompétences, donc responsable des initiatives en formation chez Techno. Donc, ça continue de rentrer, continue les gens de se joindre à nous. Donc, le temps de faire une petite introduction là, et je vais céder la parole à Alain qui va prendre la suite. Simplement, petites instructions et petite brève introduction pour vous dire la bienvenue pour ce parcours 3 là, qui va toucher tout ce qui est l'aspect du leadership et de la transformation qu'on peut vivre en ce moment auprès de nos leaders dans l'industrie des TI. Les labs RH, pour ceux qui n'ont pas assisté déjà au premier et au deuxième parcours, sont une initiative de Techno qui est un peu la continuité de nos mois de la GRH qu'on a fait dans les années passées. On a voulu une mouture où justement les gens allaient dans un parcours d'apprentissage qui est composé de 4 grandes étapes, donc le webinaire, le panel qui va permettre de vraiment voir des pratiques de l'industrie et de pouvoir poser vos questions à ces gens-là. Et également le Lab RH, qui est la pièce maîtresse, si on veut, qui va arriver comme troisième activité et qui vient être beaucoup plus dans l'action. Fait que notre souhait là-dedans était de pouvoir vous faire découvrir les nouvelles pratiques, les innovations qu'on peut voir en gestion des ressources humaines, mais dans une approche très, très vivante, très action, très laboratoire. Donc, c'est pour ça qu'on a fini par retenir Lab RH, même si le laboratoire en tant que tel est vraiment la troisième activité. Donc, je vais vous souhaiter de vous plaire là-dedans et de nous donner votre feedback au fur et à mesure, vu qu'on va se revoir et se revoir. Alain, que je vais vous présenter dans un instant, est notre chef de pratique là, qui va assurer justement ce fameux fil conducteur-là dans ce laboratoire-là pour s'assurer de vous suivre dans votre apprentissage. Donc voilà. Maintenant, quelques mots, simplement rappeler nos modes de fonctionnement. Aujourd'hui, on a donné la chance quand même à des étudiants de différentes universités dans les programmes ressources humaines de pouvoir bénéficier de tout ça. Donc, simplement mentionner cependant que le focus est vraiment mis, bien entendu, pour les participants entreprises. Donc, nos directeurs des ressources humaines sont avec nous, directrices. Sinon, support technique, vous l'avez à l'écran en ce moment. Il y a un numéro de téléphone si vous avez quoi que ce soit comme enjeu. Ils répondent rapidement. Donc, malheureusement, nous, pendant, on ne peut pas nous-mêmes desservir, mais on a justement une équipe derrière qui est là. Donc, vous pouvez les contacter par téléphone. Ils répondent très rapidement, vont pouvoir régler votre problème. Et sinon, ben voilà, je ne veux pas prendre plus de temps pour sauter tout de suite à notre présentation. Je vais vous présenter Alain Baudouin. Alain d'Agenda, anciennement IC Formation, président actionnaire. Dans le fond, Alain cumule plus de 40 années d'expérience comme gestionnaire et 30 ans d'expérience en formation, développement organisationnel et tout ce qui est accompagnement d'équipes de direction et d'équipes conseil. Au cours de sa carrière, il a piloté plusieurs centaines de projets d'envergure visant le positionnement et la mise en œuvre d'une nouvelle culture de leadership au sein d'organisations issues de différents secteurs, dont celui des TI. D'ailleurs, on va regarder des exemples qu'il a pu vivre là-dedans. Et axé sur les résultats, le transfert terrain, il excelle dans l'analyse de besoins, la visualisation de l'apprentissage dans l'action et l'élaboration de stratégies de programmes de formation qui sont innovateurs et performants. Important. Alain est inspiré par lui-même, je peux en témoigner, et ce qui l'amène à se transformer. Personnellement, j'ai connu Alain quand Technocompétences s'intéressait à tout ce qui est le rôle des gestionnaires, justement, dont on va parler tantôt. La firme, puis son expertise là-dedans est plus à faire. Donc, c'est là que j'ai pu rencontrer l'homme et être inspiré un peu par ses conseils. Fait que voilà, fait que sans plus attendre, ça se peut que vous entendiez ma voix par moment sans me voir. J'assiste Alain là, pour tout ça. Fait que je vais gérer le chat. Je vous invite à poser vos questions. Lui-même va le faire. Fait que, Alain, je te cède la place. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait grandement plaisir d'être avec vous autres. Ça me fait un peu drôle en même temps parce que d'habitude, je suis habitué d'être sur une scène dans une salle de conférence avec plein de monde que je vois, donc je peux vous sentir. Et là, ben, je vais vous demander, un peu comme Rémi vous en a parlé, c'est-à-dire que le chat va m'aider à vous sentir. Okay? Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure. Si vous avez des questions, on va vous envoyer nous quelques questions, on va vous faire répondre à quelques sondages, mais n'hésitez pas au fur et à mesure pour nous envoyer vos questions. Ça va nous permettre là, de rester là, dans une interactivité qui va être intéressante. Fait que je vais y aller directement, juste pour rappeler dans le fond, l'ordre du jour qu'on a, on touche aujourd'hui 7 grands éléments. Le premier élément, c'est un petit retour sur les milléniaux et leurs besoins, puis comment ces besoins-là viennent transformer notre façon de voir la gestion des ressources humaines. Alors,
Pas de surprise probablement par rapport à ce thème-là. Là. Vous êtes déjà entouré de gens qui sont des milléniaux, donc c'est une des caractéristiques des TI. Deuxième élément, comment la gestion de la performance en ce moment est en train de complètement se réinventer pour être capable de vraiment aller dans des nouvelles tendances assez intéressantes. Donc, à travers ça, je vous présenterai ces éléments-là. Puis, exemple d'un client, entre autres, là, qui a fait un mouvement là, super le fun là-dedans. Il y a eu beaucoup d'informations sur les taxis dernièrement, donc on va parler de l'ubérisation de la relation employeur-employé. Qu'est-ce que ça veut dire, cette notion-là? Comment ça vient tranquillement s'installer à l'intérieur des organisations? Leadership agile, je ne parle pas ici de la méthode agile, donc je parle vraiment de comment on peut devenir plus agile comme gestionnaire, inspiré par les concepts de la méthode agile, mais on va lui donner un angle davantage au niveau du leadership comme tel. Qu'est-ce que ça a comme impact sur les leaders? La notion des pouvoirs traditionnels de gestion qui basculent. Pour ce thème-là, je vous raconterai un peu plus mon expérience personnelle dans comment je vis les pouvoirs traditionnels de gestion qui sont en train de basculer pour moi. Un sixième bloc qui va parler davantage de tout comment le développement du leadership est en train de changer aussi de façon importante. Et je finirai avec un thème qui a été abordé beaucoup dans les 2 dernières années. Je veux juste la ramener dans le fond comme étant comment l'expérience employée vient vraiment dans le fond, changer le rôle du leader. Puis est-ce qu'on travaille vraiment pour faire vivre une expérience à l'employé qui est hors du commun, qui laisse des souvenirs positifs. Alors, c'est les 7 grands éléments. Okay. Alors, on va y aller avec une première question. Donc, Rémi, donc, tu nous envoies ça. OK. Alors, donner encore quelques secondes pour répondre à cette question-là. Ça va me permettre de savoir qui est dans la pièce, quel rôle vous avez. La pièce étant un petit peu partout. OK, ça bouge. On a date une dominante. Intéressant. Là, pas mal de personnes. Ouais. Il y a encore une trentaine de pourcents des gens qui n'ont pas eu l'occasion de répondre. Oui, OK. 30% à peu près là, de responsables ressources humaines qui sont avec nous. En 3, ça monte encore, c'est bon. On a 16-17% d'étudiants. Même chose pour des gens qui sont plus des gestionnaires, des dirigeants. C'est bon. OK. Génial. Bon, ouais, c'est bon, c'est parfait. On a une belle répartition, ça va être intéressant. Gênez-vous pas hein, au fur et à mesure, si vous nous envoyez des questions, au besoin juste nous le dire, est-ce que vous êtes quelqu'un d'ARH ou vous êtes plus un gestionnaire, ça va aider au besoin là, à répondre à quelques questions. Donc, merci pour ça. Je vais poursuivre avec une autre question qui va me permettre de m'ajuster légèrement. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher concrètement dans cette rencontre-là d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous attire le plus? Il y avait 7 thèmes tantôt, mais donc qu'est-ce qui vous attire le plus? Ça va être payant pour vous, là, cette heure-là, 3 petits points. Complétez donc la phrase. Donc, dans le chat. On va vous demander de répondre dans le chat. Donc, OK, parfait. Ouais. Donc, gênez-vous pas, là, on attend vos réponses. Nous, ça nous alimente, hyper important. Donc, en 2-3 mots-clés, pourquoi vous participez aujourd'hui dans le chat? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher, l'élément clé, votre objectif ou l'élément clé? Là? OK, nouveauté, évaluation du rendement. Tout ce qui est nouveauté dans l'évaluation du rendement avec Geneviève. OK. On vous donne une couple de temps pour y réfléchir, prendre connaissance des tendances. OK, parfait. Donc, évaluation de rendement, les tendances en général. Donc, il y en a 7, on va les regarder. Tout le monde a certainement un objectif hyper important là, pour nous. Fait que, ensuite de ça, curiosité, tendance, évaluation. Évaluation encore, c'est bon. La curiosité, ça vaut... Excellent. Encore une fois, la tendance en évaluation du rendement, là, un point là, qui revient souvent de façon générale chez Technocompétences. Oui, super, ça. C'est bon, on pourra aller voir. À l'affût des nouvelles tendances aussi. Tendance RH, donc je pense aussi que les gens sont venus s'inspirer. Donc, mise à jour des tendances également. Super. Génial. C'est bon, ouais, ça marche. Continuez tout le monde qui n'a pas eu le temps, puis moi, je vais pouvoir alimenter Alain en continu. Oui, OK. Merci, Rémi.
Alors, je vais y aller. Je vais commencer par juste faire une mise en contexte des milléniaux, de leurs besoins. Comme je le disais tantôt, c'est des choses que vous avez probablement déjà vues, mais c'est intéressant juste de se les ramener en surface et d'aller voir qu'est-ce que ça a concrètement comme impact sur le terrain. Et quand on parle des milléniaux, bon, dans la tête à moi, les milléniaux, là, je vous donne ça dans mon langage de vieux, là, je vais avoir 60 ans cette année, donc je suis loin d'être un millénial. Mais on parle de 35 en descendant, puis même, évidemment, là, souvent, on va plus parler des 30 ans et moins. Mais donc, ce qui est intéressant quand on regarde ça, c'est davantage de se concentrer sur un certain nombre de besoins qu'ils ont. Puis je vous invite au fur et à mesure à vous questionner vous-même, c'est est-ce que en ce moment dans votre organisation, vous êtes en train de répondre à ces besoins-là? Est-ce que c'est une préoccupation pour vous autres? Fait que le premier qui ressort, évidemment, c'est toute la notion de travailler, de contribuer à des choses concrètes. Je veux, comme Myriam, je veux voir arriver les choses et je veux que ça soit hyper concret, pas juste faire des études de quelque chose, mais que ça serve à quelque chose. Okay? Alors, c'est pour ça qu'on voit souvent beaucoup d'éléments de travailler en mode projet, des petits projets, beaucoup de projets en parallèle. Okay? Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième, même s'ils ne demandent pas, c'est des gens qui désirent être challengés. Okay? Donc, je désire être challengé pour me développer. Propose-moi des défis, envoie-moi des défis qui vont me permettre de continuer à augmenter mon patrimoine de compétences et à devenir encore, excusez l'expression, mais plus vendable. Okay? Donc, ça, c'est un élément qui est clé. L'autre que j'ai mentionné à partir des expériences terrain qu'on vit avec nos clients, c'est vraiment d'être connecté pour faire partie de quelque chose, faire partie d'un groupe. Moi, je nomme cette notion-là comme ça. Je fais partie d'une tribu à laquelle je vais m'associer. J'ai besoin d'être connecté en permanence. Okay? Fait que si ça ne se passe pas au travail, cette connexion-là, parce que je ne suis pas connecté dans mon milieu de travail si facilement que ça, ou bien parce qu'on m'interdit de me connecter si facilement que ça, la réalité, c'est que je vais me connecter à l'extérieur. Quand je me connecte à l'extérieur, l'enjeu que j'ai, c'est que, comme employeur, à ce moment-là, l'enjeu que j'ai, c'est que ça me permet pas d'utiliser cette capacité-là de gens d'être connectés. J'y reviendrai tantôt, entre autres, dans la partie ubérisation. Okay? Grand besoin d'être écouté dans les idées qu'ils veulent apporter. Donc, cette notion-là d'être reconnu par rapport à ces idées-là. Ça me rappelle un peu moi qui est un baby boomer, quand je suis arrivé sur le marché du travail, il y avait de l'espace en masse pour créer, puis c'était super le fun. Alors, mais donc, c'est la même chose, ce besoin-là d'être écouté dans le volet, dans comment ils peuvent faire bouger les affaires, même si on sait que c'est parfois dérangeant. Être continuellement en évolution, c'est un peu le principe qu'on avait tantôt, d'être challengé pour se développer, mais c'est du monde curieux. Hein, ils sont toujours en train de chercher comment je peux essayer des affaires nouvelles, donc ça fait partie de ça. L'autre élément, se gérer et avoir un boss centré résultat. Je jasais avec un de mes conseillers qui est un millennial, puis, je lui demandais des nouvelles de quelque chose. Il m'a envoyé un petit courriel en disant « Écoute, tu n'as pas besoin de me gérer. » Là, ma réaction, c'était « Je ne suis pas en train de te gérer, je suis juste en train d'avoir besoin d'informations. » Mais c'est ça la dimension, c'est-à-dire comment je vais poser mes questions à la limite comme boss, hein, pour pas que mon employé millénial se sente comme surveillé. En fait, hein. Moi, je suis capable de me surveiller tout seul, je vais rendre mes affaires. Tu me parleras là, quand on parlera des résultats. Laisse-moi travailler, s'il te plaît. Bon. C'était pas écrit de même, mais pas loin. Et ça m'a obligé à prendre du recul. Okay? Être obtenir des récompenses, il y a cette dimension-là de recevoir beaucoup de reconnaissance personnelle, de reconnaissance collective et de voir jusqu'à quel point on peut mettre en place des récompenses. Récompenses, ce n'est pas nécessairement de l'argent en passant. On ne parle pas de ça. C'est des petites faveurs, des petites primeurs, des choses comme ça. Donc, ça, c'est les 7 grands besoins qu'on a inventoriés. Gênez-vous pas hein, dans le chat si vous en voyez d'autres, là, ça va venir alimenter. Okay? Petite mention pour dire que le PowerPoint va être disponible une fois que vous allez avoir rempli le questionnaire de satisfaction de la fin. C'est votre petit devoir, dans le fond, pour pouvoir avoir accès à toutes les données. Puis, autre point qui a été mentionné entre-temps, chercher des outils pour aider les gestionnaires. Donc, on parle d'outils pour aider les gestionnaires. Et
ensuite de ça, le leadership agile aussi qui a été souligné par Angela. OK, parfait. Quand on parle d'outils, si on fait juste le lien avec l'arrivée des millennials, il y a vraiment cette dimension-là que je pourrais nommer pour moi là, comme étant un clash de valeurs. C'est-à-dire que, moi, je suis né comme étant quelqu'un hyper travaillant. J'ai toujours travaillé très fort toute ma vie. J'avais quelqu'un qui s'occupait des enfants, etc. Ce qui fait que j'ai un schéma ou un schème de valeurs qui est assez différent du millennials qui arrive. Puis je vais comparer ça, maintenant avec ma fille qui est une millennials, qui est professeure au primaire. Dans son monde à elle, là, elle a des valeurs différentes des miennes, même si c'est moi qui l'ai élevée. Ouais, okay. Un outil qui peut être intéressant par rapport à ça, si vous voulez aller un peu plus loin par rapport à vos valeurs, il y a un petit outil sur psychomedia.qc.ca. Donc, psychomedia.qc.ca. C'est gratuit, hein, en français, entre autres, là, donc, qui va vous permettre de faire un test sur vos valeurs. Très, très bien fait en passant. Et si vous voulez connaître davantage certains des joueurs, puis voir en quoi vos valeurs sont similaires ou pas, vous pouvez aller sur ce site-là, le faire faire à vos employés pour avoir des belles discussions là, dans certains cas. Là, okay? Pour ceux qui sont dans des postes de dirigeants, c'est aussi super le fun de faire ça avec votre équipe de gestion proche. Okay? Donc, et ça ne coûte rien. Donc, on continue à payer. L'impact que les millennials ont, entre autres, sur les pratiques de gestion, il y a comme un besoin d'être vraiment écouté, puis qu'ils puissent avoir accès à des échanges non-stop. Okay? Le concept de j'ai un meeting à telle heure, hein, c'est le fun, là, mais c'est encore plus le fun quand tu viens me voir régulièrement. Fait que moi, ce que je vois que ça change concrètement, ça veut dire que je dois sortir de mon bureau. Okay? Je dois sortir de mon bureau, je dois me promener. Okay? Fait que comment, comme gestionnaire, je dois faire ces petites tournées-là, je dois inclure dans ma journée de travail des tournées pour aller voir. Okay? Puis aller voir, puis prendre le temps. Quand je pose une question, il faut que ça soit une vraie question que je veuille avoir la réponse. Donc, prendre le temps de créer cette notion-là d'écoute, d'irritable. Okay? On en a parlé tantôt, la notion de mouvement rapide en mode agile. Donc, petits projets qui me permettent de bouger vite, vite, vite. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas travailler sur des gros. Okay? Mais j'ai besoin d'aller assez rapidement. Beaucoup dans le mode essai-erreur. Donc, quand on est dans le mode agile, hein, on est dans le mode apprendre au fur et à mesure, essayer, se tromper, recommencer ces éléments-là. Il faut que ça bouge. Hein? L'autre élément qui est clé touche la dimension de la confiance. Okay? Je faisais le parallèle. Donc, Agenda, ça reste une boîte techno en passant. Moi, je m'occupe du volet humain là-dedans, mais on reste une boîte très techno. Je faisais bien sur comment ça se fait qu'un de mes chefs d'équipe qui a accès à de l'information que moi, je n'ai pas accès. Ouais. Alors, c'est vraiment, ça a été vraiment pour lui sa capacité de créer une relation de confiance et d'enlever son chapeau de boss pour être capable d'avoir un chapeau un peu chummy. Tu sais. Ça l'oblige des fois à reporter son chapeau de boss, mais j'ai besoin d'aller mettre mon chapeau de chummy. Tu sais. Alors, pour être capable de créer un lien de confiance, pour être sûr que l'information que je vais avoir besoin pour gérer, elle va m'arriver. Okay? Puis ça va me permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre. Si je sais ce qui se passe dans la vie de l'autre, je vais être automatiquement plus empathique, plus humain, et je vais pouvoir tenir compte de ses besoins. Puis, le dernier élément, c'est vraiment la notion du partage du pouvoir. Le mot partage est faible, dans le fond, il y a une volonté d'avoir du pouvoir. Okay? C'est sûr qu'au niveau de la gestion des ressources humaines, ça m'oblige à regarder quel est le pouvoir que je veux, que je dois donner aux gens, puis à quelle place. Je vais y revenir plus tard parce qu'il y a vraiment un élément plus dans l'atelier d'aujourd'hui qui est en lien avec comment les pouvoirs de gestion basculent. Okay? Alors, je vois ça moi, comme étant les principaux impacts. Et l'idée, comme gestionnaire ou comme gens de RH, c'est d'être capable de dire si je reviens, par exemple, aux 7 grands besoins des millennials, jusqu'où on prend vraiment le temps de regarder ces besoins-là, puis en quoi ça devrait venir changer quelque chose, non pas dans les grands programmes, mais dans les gestes quotidiens qu'on peut demander aux leaders de poser. Moi, je suis un partisan de faire des choses simples au quotidien et non pas de mettre en place des grosses affaires. Toujours dans ça. Puis, celui que je retiens le plus personnellement, là, c'est
marche, va marcher, va voir ton monde, promène-toi, prévois ça dans ton agenda, que tu as une marche pour aller dire bonjour, pour écouter, échanger, déposer des idées, recueillir des idées, puis te faire nourrir. Ça, c'est le volet sur Millennials, qui est un peu l'introduction à notre rencontre aussi d'aujourd'hui. Okay? Des nouveautés sur le chat, questions qui viennent, les amis? Non, j'ai partagé le site dont tu parlais et les gens te remercient. OK, parfait, c'est merveilleux. Okay. Je vais essayer au fur et à mesure, s'il me vient d'autres flashs, de faire d'autres liens avec des outils là, en lien avec votre besoin. Okay. Fait que là, vous avez un mini-sondage que vous avez, donc je vous demanderai de prendre le temps de répondre à qu'est-ce qui est l'élément le plus important pour vous autres quand on parle d'évaluation de la performance. Okay. Donc, simplement, pas oublier là, en haut à droite de valider votre réponse une fois que vous avez sélectionné votre choix. Parfait. Ça avance bien, on travaille sur la relation, c'est bon. Hein? Donc, volet d'indicateur qui prend aussi un peu plus d'espace tranquillement. Le processus, en fait, non pas les indicateurs, excusez-moi. OK. La notion des objectifs comportementaux qui s'en vient, c'est beau. Le volet relationnel, évidemment, il prend beaucoup d'espace. Là, on est rendu déjà à 40%. Il nous reste 30% d'indécis, là, pas encore indécis, mais vous n'avez pas eu le temps de peser sur le piton. Hein? 40%, donc ça va. Assez réparti, la balance. Hein? On voit vraiment la dominante, vraiment la dominante pour travailler la relation. Ouais. Qui est en lien direct hein, avec le volet des milléniaux qu'on a vu tantôt. C'est-à-dire que je ne cherche pas un boss, je cherche une relation. Hein? Le boss, j'en ai pas besoin, je suis capable de me gérer tout seul. Dernière chance pour les derniers 20%, un petit 2 secondes de plus pour avoir votre feedback, avoir vos réponses sur ce qui est le plus important pour vous autres. Parfait. Fait qu'on va enchaîner. Fait que merci beaucoup. Oui, parfait. Donc, j'y vais. Donc, je peux avancer. Oui, c'est beau, ça revient. C'est parfait. Donc, super. Bon, gestion de la performance se réinvente. Ce qui est surtout intéressant, j'ai mis 3 affaires là, par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir pourquoi, qu'est-ce qui fait que ces choses-là commencent à émerger. Donc, le premier morceau que j'ai mis, c'est la dimension de la valorisation de la performance d'équipe, auquel j'ai associé tout le concept de Objective Key Result. Avec le lien que je fais par rapport à ça, l'exemple que je donne toujours, c'est dans les anciens, c'est-à-dire ça se peut que votre système de gestion de la performance soit encore ancien, c'est normal, OK? Mais donc, dans les systèmes de gestion de la performance, appelons-les un peu plus traditionnels, on est beaucoup dans la notion de chacune des personnes a des objectifs avec des indicateurs, etc. Et là, ce qu'on voit beaucoup plus comme grande tendance, c'est que on va focuser sur 1 ou 2 objectifs clés et c'est tout le monde qui va avoir le même objectif. Donc, quand on parle d'objectif Key Result, on parle vraiment de quelques objectifs clés centrés à la mission fondamentale de votre organisation. Et à ce moment-là, plutôt que de faire de l'évaluation individuelle, on va s'assurer que tout un groupe va avoir le même type d'objectif. Okay? Donc, le même objectif, on est tous évalués là-dessus, il faut l'atteindre ensemble. Okay? Ce qui vient créer cet esprit de collaboration-là, ce besoin de travailler en mode réseau. Ça amène la complexification, on s'entend, mais donc ça, c'est un des premiers morceaux qui est là. Okay? Le deuxième, qui me semble, puis c'était là tantôt là, dans les questions, c'est-à-dire que de plus en plus, au-delà du volet de j'ai un objectif d'affaires qui est relié à la mission, okay? De plus en plus, on voit apparaître une beaucoup plus grande part d'importance dans les évaluations à l'aspect comportemental. Okay? Quels sont les comportements qu'on veut mettre de l'avant? Et là, je ne parle pas ici d'évaluer quelqu'un sur 12 comportements ou 12 compétences. Je parle davantage de dire qu'on va focuser pendant un certain nombre de mois sur 1 ou 2 comportements qu'on veut que tout le monde atteigne. Okay? Que tout le monde travaille ce comportement-là et qu'on soit conscient, que chacun d'entre nous, on soit conscient que, OK, là, il faut que je travaille ce comportement-là. Ce comportement-là observable, évidemment, il est attaché aux valeurs de l'organisation. Alors, ce qu'on cherche à travers ça, c'est on cherche à créer la culture. Au-delà de créer des résultats
au niveau de la mission et des projets, on cherche à créer la culture qui permet de générer ces résultats-là. Donc, valorisation des comportements gagnants, c'est un autre élément clé. Et on passe 30 minutes, donc je vais vraiment avancer un peu plus rapidement. Puis le dernier élément, qui est vraiment un des grands trends actuellement, c'est le passage d'un système annuel d'évaluation de rendement, donc où on se voit une fois, deux fois, trois fois par année, à de l'évaluation en continu. Okay? Là-dessus, j'ai un de nos clients qui s'appelle The Absolute, la directrice des ressources humaines, Sylvia Burgin, ils ont travaillé, eux, à implanter vraiment, ils ont remplacé complètement leur volet de système d'évaluation annuel. Okay? Ils sont rendus maintenant, ils demandent à leur gestionnaire de passer 5 minutes par mois avec chacun de leurs employés. Et donc, c'est des checkpoints. On a installé une série de checkpoints. Plutôt que d'avoir 3 réunions d'1 heure par année, on a un 5 minutes de checkpoint par mois. Okay? Ce 5 minutes de checkpoint par mois, c'est un minimum. C'est-à-dire, comme gestionnaire, je dois avoir au moins mon 5 minutes de checkpoint avec mon employé. Au besoin, je vais en avoir un peu plus. Okay? Et il y a un système RH qui est utilisé, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, mais la plateforme, c'est HRWise. Okay? La plateforme, elle sert à documenter simplement ces mini-rencontres-là. Okay? Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure que j'ai mon checkpoint, je vais aller mettre quelques notes là, dans le système d'évaluation, en fait dans HRWise, qui permet là, de plus facilement en même temps faire un suivi de fois en fois. Et on n'est plus dans les grands objectifs annuels avec des systèmes. On est dans gérer les éléments au quotidien au niveau de la gestion de la performance. Okay? Ce que ça a comme impact, entre autres, c'est que ça oblige à travailler beaucoup la notion de la capacité à donner du feedback et la capacité à demander du feedback pour le gestionnaire. Je veux dire qu'il y a vraiment quelque chose dans réussir à coacher nos gestionnaires dans un système comme ça pour leur permettre d'avoir ces petites pensées-là de 5 minutes, okay, de façon à ce que ça devienne, si je fais lien avec les besoins là, tantôt des millennials, ça m'oblige à être en mode personnel, en mode privilégié avec chacun de mes employés. Okay? Donc déjà le feedback là, sur le terrain, c'est que les relations se sont déjà améliorées beaucoup. Ça permet de gérer les choses dans le moment présent, au moment où ça se passe, plutôt que d'attendre. Et l'outil qui est HRWise, c'est très facilitant. Okay? Donc Sylvia Burgin de The Absolute, si jamais vous avez le goût d'y parler, gênez-vous pas, je suis sûr qu'on lui a demandé son autorisation avant d'en parler, donc ça va lui faire plaisir de vous raconter un peu plus l'histoire de ça. Ça, c'est les grands éléments là, au niveau de la gestion de la performance. Quand je vois ça, j'ai mis deux impacts sur les RH. Moi, je suis un ancien gars de RH. J'ai été directeur de formation embauche et développement organisationnel. Je suis maintenant plus quelqu'un d'opération, donc c'est clair. Mais mon souvenir, puis je travaille avec beaucoup de clients RH, c'est-à-dire qu'on a, puis c'est intéressant parce que vos questions en début de parcours, c'était, on veut voir c'est quoi les tendances pour s'en inspirer, pour pouvoir les implanter, des choses comme ça. Okay? Fait qu'au niveau de l'impact sur les RH, il y a, oui, on peut continuer évidemment à aller voir les tendances parce que je trouve ça le fun, il y en a une qui est là, mais en même temps, ça veut dire qu'il faut que je prenne le temps de questionner à la fois mes employés et à la fois les gestionnaires sur comment ils aimeraient ça gérer la performance. Ouais? Donc, plutôt que d'être en mode imposer un système de gestion de la performance, juste être en mode push, puis comment je peux tenir compte des besoins de mes clients pour mieux travailler la gestion de la performance et d'une façon complètement différente. Okay? Et donc, cette consultation-là me permet à moi, comme RH, d'être vraiment en mode influence. Okay? En mode influencer, coacher, pas coacher sur ce que moi je voudrais qu'il fasse en gestion de la performance, mais coacher sur, OK, tu veux gérer ta performance comme ça, on va voir comment je peux t'aider à partir de là où tu es, toi, comme personne, okay? Donc comme gestionnaire. Donc ça, c'est ce qu'on a répertorié là, comme étant les changements qui sont en cours au niveau de la gestion de la performance. Bon, il y en a d'autres, mais c'est les 3 principaux facteurs qu'on a vus, nous, actuellement, là, sur le terrain. Je sais que ça intéressait plusieurs personnes tantôt, la gestion de la performance. Je n'y vois pas s'il y a une question là, par rapport à ça pour me la renvoyer pour être sûr que je puisse y répondre. Okay? Ou du moins vous donner ce que je vois là, par rapport à ça. Okay? Je vais poursuivre. Hein? Le temps avance correctement, Rémi? Oui. Okay. L'ubérisation
de la relation employeur-employé. Bon, écoute, depuis un an, là, on a parlé beaucoup des taxis, on a parlé beaucoup d'Uber, hein, et tranquillement, on voit apparaître ce concept-là d'Uber à l'intérieur des organisations. Par rapport à l'ubérisation de la relation employeur-employé, pour moi, il y a comme deux grands morceaux. Là. Il y a 5 points sur la diapo, mais je les sépare en deux. Okay? Il y a un premier volet qui est comment ça vient, comment l'ubérisation peut venir aider à transformer la relation employeur-employé. Okay? Fait que l'ubérisation, le concept de base est simple, c'est-à-dire que j'ai une offre. Okay? J'ai une offre qui est distinctive et je la mets à la disposition de tout le monde. Okay? Si on la ramène dans un volet plus simple, c'est j'ai des talents, moi, comme employé, okay? Et je mets mes talents au service de n'importe qui veut m'appeler. Okay? Alors ça, c'est le premier volet, c'est-à-dire qu'on a une offre et on la met au service de tout le monde. Okay? Le deuxième élément, c'est que pour que ça marche, ça prend un système technologique qui est simple et qui va permettre de vraiment mettre des gens en contact facilement. Hein? Alors qu'il n'y a pas de système là, qui nous oblige à faire une approbation, 2 approbations. Donc, je veux parler à Jacques qui a un talent X, Y, Z. Il ne faudrait pas que je passe par son boss. Je peux appeler directement à Jacques et ça va marcher. Donc, technologie qui vient soutenir la relation, l'ubérisation. Okay? Alors, je vous donnerai des exemples dans quelques minutes là, de 3 sites là, potentiellement qui peuvent vous inspirer là-dessus. Le troisième élément, c'est simplifier au maximum l'expérience. C'est un peu, il y a le volet technologique, comme j'ai dit tantôt, mais il y a aussi d'amener, en fait, ce que je cherche ici, c'est, ça ne va pas être compliqué de faire appel à moi. Au-delà du volet technologique, là, je peux faire appel à toi, que ça ne va pas être compliqué. Je ne te poserai pas 22 000 questions, pourquoi, etc. Hein? Alors, tu me demandes de l'aide, je suis là, faire le site. Les mots-clés, quand on parle de l'ubérisation, c'est le volet de générer de la collaboration, générer du partage, générer de l'accessibilité au savoir, aux compétences, aux talents, de façon rapide, de façon efficiente, de façon à moindre coût. Et je rajouterais un autre mot-clé, c'est-à-dire que ce mot-clé-là, il est très centré sur la dimension de la mobilisation. Okay? Si j'utilise les talents de tout le monde, ça va me permettre d'avoir du monde mobilisé. Okay? Alors, pourquoi? Parce qu'ils sont dans leur plaisir. Ils sont vraiment, en font tout le temps dans leur plaisir. Okay? Ça, c'est les grands éléments. On parlait tantôt que les gens, les millennials, ont besoin d'être connectés. Hein? Bon. Ici, quand je suis dans ce volet-là, qui est de pouvoir permettre à tout le monde d'être connecté en fonction de leur talent, c'est ça que je fais. C'est-à-dire, ça me permet automatiquement de dire, OK, Jacques, j'appelle toujours Jacques en passant. Okay, bon. Jacques a un talent, puis Jacques peut se connecter avec plein de monde. Okay? Et quelqu'un peut être connecté à lui, ce qui fait que plutôt que d'être connecté sur un site externe, il est connecté sur un site interne de partage des talents. Okay? Parce qu'il va avoir besoin d'un peu de distraction dans sa journée quand même. Okay? Alors, quand il va avoir besoin de distraction, aussi bien que sa distraction soit utilisée pour lui, dans le fond, pour ses talents, puis en même temps, ça va aider quelqu'un d'autre. Okay? Dans les outils, un de mes clients qui est plus gros que ce que vous êtes, non, mais c'est pas grave, je trouvais ça intéressant. Un des outils, c'est Mentor City. Si vous ferez une recherche plus tard là, sur, dans le fond, Mentor City. Mentor City, c'est un site qui peut se faire, donc, qui permet de mettre des gens en contact avec des mentors. Okay? Donc, je peux l'organiser pour que ça se fasse à l'intérieur de mon entreprise. Tous les gens qui ont du talent, qui ont le goût d'être des mentors pour aider du monde, soit des nouveaux à s'intégrer, du monde qui ont besoin d'aide dans un dossier, du monde qui veulent grimper dans mon organisation. Mentor City, c'est un petit outil comme ça qui permet l'ubérisation de la relation employeur-employé en me proposant comme mentor. Okay? Donc, ça, c'est un outil. Un autre outil que j'ai eu s'appelle Skill Deal. Donc, c'est un autre site, dans le fond, un autre outil. Skill Deal. Skill Deal, ma compréhension, je ne l'ai pas vu en action, celui-là, là, alors que Mentor City, là, j'ai eu l'occasion de le voir, qui fonctionne super bien. Skill Deal, le principe, c'est de l'échange de temps. En fait, je vais te donner un 15 minutes de mes talents, puis ça va me permettre d'avoir, quand j'en aurai besoin, ça va me permettre d'avoir un petit 15 minutes. Okay? Aussi. On échange, il y a un deal d'échange de talent qui se concrétise par une forme de temps en même temps. Okay? Donc, Skill Deal, j'en ai vu un autre qui est plus français,
et il s'appelle Pilgrim. Donc, Pilgreem comme Mario. Okay? Donc, Pilgrim. Il est français, mais je trouvais ça intéressant. Il est ouvert à tous. Il n'est pas juste à l'intérieur de l'organisation. Ce qui me permet de passer au dernier point sur la notion de l'ubérisation de la relation employeur-employé. C'est-à-dire que dans la dimension, là, on l'a regardé comme étant comment je fais pour utiliser les principes d'ubérisation à l'intérieur de mon organisation avec mes employés. Donc, je maintiens une relation employeur-employé. Okay? Alors, et on sait que de plus en plus, je vais vouloir aller chercher des talents et ça ne sera pas nécessairement un employé parce que la personne qui est milléniale, ça ne tente pas d'être employé. T'sais. Ça tente de mettre son talent à la disposition de tout le monde, mais pas dans une relation employeur-employé, dans une relation employeur-partenaire. Alors, on est là aussi à essayer d'aller chercher un certain nombre de partenaires qui ont des talents ou à faire appel à des talents de l'externe, puis à créer des relations de partenariat avec ces personnes-là qui ont du talent. Okay? Je ne parle pas ici d'un concept de pigisme, là, okay? Je parle vraiment d'un concept de j'ai un partenaire. Il y a quelqu'un que je vais me servir régulièrement de son talent. Okay? Ça ne sera pas un de mes employés, et donc je vais comme vraiment travailler avec lui à l'extérieur, et il va faire partie de mon équipe, même si ce n'est pas un employé. Hein? Ça devient vraiment un partenaire. Hein? Puis dans la notion de partenaire, quand on regarde les modèles de partenariat et de collaboration, un partenaire, ça a le droit et l'obligation de challenger mes processus, challenger mes façons de faire. Okay? Sinon, ça ne sera pas un partenaire. Okay? Si je veux un pigé, je vais avoir un pigé. Si je vais dire, regarde, fais ce que je te demande, puis fais-le dans le cadre que je te demande. Hein? Si c'est un partenaire, je vais être obligé de l'écouter. Je vais être obligé de l'écouter et d'être capable de dire, OK, s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas dans ce qu'on est en train de faire ensemble, si je n'écoute pas, je vais te perdre comme partenaire. Ça, c'est les éléments que je voyais là, par rapport à la dimension de l'ubérisation de la relation employeur-employé. Tendance à, le mot-clé, c'est vraiment talent. Hein? Le mot-clé là-dedans, c'est vraiment talent. Et comment s'assurer que nos systèmes techno viennent faciliter l'accès à ces talents-là. C'est sûr que ça peut faire peur, par ailleurs. Hein? C'est ça, quand on dit à tout le monde, ben là, OK, de montrer vos talents un petit peu partout, on peut faire appel à vous. Ben moi, je me place dans ma peau de boss. Ouais, mais là, il travaille sur mon dossier. S'il se met à parler à d'autres mondes, ça va être difficile. J'aurai plus de contrôle. Ben, c'est le concept de l'ubérisation. Hein? Donc, dans la notion d'ubérisation, il y a de la liberté. Okay? Il y a tout élément de faire confiance que le talent va être utilisé pour les biens de l'organisation. Okay? Donc, il y a vraiment cette dimension-là. Sinon, bon, on ne va pas là. Parce qu'on va vouloir mettre en place des systèmes de contrôle. Hein? Il n'y a pas de système de contrôle par rapport à cette dimension-là. Donc, l'ubérisation, autre volet. Fait que je notais, dans le fond, l'impact que ça peut avoir sur des gestionnaires. Et on y reviendra tantôt aussi, cet élément-là, dans comment les pouvoirs basculent. Okay? Alors, c'est sûr que ça m'oblige, bon, si j'étais devant vous, je vous demanderais de lever la main les gestionnaires qui sont à la base des experts de contenu. Hein, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont des experts de contenu. On peut le faire. Levez la main dans le chat. Vous pouvez juste utiliser l'icône en haut à gauche, dire mentionner, peut-être juste de répéter la question en ligne. En fait, qui, comme gestionnaire dans vos organisations, dans le fond, est-ce que vous avez l'habitude de nommer vos experts de contenu comme gestionnaire? Toujours un réflexe qu'on a, là, dans le fond, parce que c'est le meilleur techniquement parlant, je le veux, hein, je ne veux pas le perdre. Hein? Juste répondre par un oui, un non, ça dépend, peu importe. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Malheureusement, oui. Oui, non. Oui. Jusqu'à maintenant, le oui domine. Ouais. Et puis, bon, c'est ce qu'on voit aussi chez Technocompétences dans beaucoup d'organisations. Avec raison, là, c'est pas toujours... non, c'est pas un problème. C'est pas un problème en soi. Hein? Oui, Hélène Lachance, Jannick qui mentionne oui également, Catherine Kelly aussi qui dit oui. OK. Donc, le oui semble le prendre, pas nécessairement, donc ça dépend chez Catherine qui mentionne ça. Il y en a qui seraient contents que le oui domine à ce point-là. Ceci étant dit, dans le fond, un des premiers éléments, c'est par rapport à l'impact du passage gestionnaire, c'est il y a quelque chose quand je vais dans l'ubérisation et que je mets, dans le fond, je permets à l'ensemble de mon équipe, je ne fais pas plus permettre, en fait, je vais comme valoriser
que les gens avec qui je travaille, qui font partie de mon équipe, puissent mettre leur talent au service des autres. Ça veut dire qu'il faut que je change un réflexe que j'ai d'expert et pour me mettre davantage dans un mode catalyseur pour créer des liens, créer des relations. Okay? Ça, c'est un élément dans l'ubérisation qui est important. Mon rôle peut bouger vers un rôle où je vais plus mettre de l'énergie pour que les gens partagent leur talent en sachant que mon équipe va en profiter parce qu'elle va ramasser elle aussi plein de talents. Donc, l'orientation, évidemment, talent versus l'orientation jugée, ce sur quoi on met de l'énergie. Nos yeux, je vais vous parler des miens, excusez-moi, mes yeux, comme gestionnaire opérationnel, moi, j'ai été encadré dans le domaine de la restauration. Donc, mes yeux, ce qui détecte au départ, c'est notre œil a tendance à voir tout ce qui ne marche pas. Quand on est dans le concept de l'ubérisation, là, je vais plugger mon œil sur tout ce qui marche comme talent, ce qui va me permettre d'aller dire à quelqu'un, ça serait le fun que tu partages ça, toi, là, OK? Tu vas venir aider d'autres mondes, c'est le fun. T'sais. Évidemment, ça va aider à nourrir l'ego personnel de la personne, c'est parfait. Okay? Donc, vision inclusive versus sélective, c'est cette dimension-là qu'on disait d'être capable de penser groupe et non pas penser juste mon projet. Hein? Donc, ça, c'est là. Puis penser à stimuler les gens pour aller chercher des idées ailleurs, donc du talent. Il y a une totale liberté qui est donnée aux équipes projet pour travailler en mode talent, se libérer du temps hein, pour donner du talent en sachant qu'il y a un give and take, puis on va y arriver là, quelque part là-dedans. Okay? Le dernier volet, je l'ai mis là dans l'ubérisation, il aurait pu être un peu partout. On est beaucoup hein, dans la tendance de dire comment j'intègre mes clients là-dedans, ce qui veut dire que je pourrais aussi échanger des talents avec certains de mes clients. Il y a un de mes clients qui a un talent, je vais venir l'intégrer dans mes affaires. Okay? Donc, je vais me servir du talent d'un de mes clients aussi pour l'intégrer dans le volet de l'ubérisation. C'est les grands impacts qu'on a vu à première vue là, concernant la dimension de l'ubérisation. Okay? Bon. Donne-moi 30 secondes. Ah, et voilà. Leadership agile, c'était l'autre élément que vous aviez, hein, je pense, en début, cette notion-là ressortait là, sur le leadership agile. Okay? Alors, donc, je ne parle pas ici de la méthode agile, là, je voudrais juste revenir. Maintenant, je parle des, je dirais, il y a un manifeste qui a été écrit hein, sur la méthode agile, sur la dimension de l'agile, et le manifeste de la méthode agile, il définit 4 grands éléments clés. Hein, okay? Si on veut être agile de façon organisationnelle, okay, on va travailler beaucoup sur ce que nouveau thème qui commence à apparaître en passant, je fais une petite recherche Internet là-dessus, là, sur l'innovation relationnelle. Okay? Ce que ça veut dire, c'est dans la dimension agile, on va mettre beaucoup d'emphase sur les personnes et beaucoup d'emphase sur la création des liens entre ces personnes. Ça, c'est un premier élément. Okay? C'est que si on veut devenir agile, il faut que les personnes se parlent, il faut qu'ils créent des liens, il faut qu'ils échangent, il faut qu'ils puissent se dire des choses. Okay? Deuxième élément dans le leadership agile, c'est comment la technologie devient totalement au service des personnes et comment on va faire évoluer rapidement nos outils technologiques. Okay? En sachant que ça bouge, puis vous êtes tous dans le monde technologique, je vous apprends. Okay? Donc, troisième élément clé dans le volet agile, c'est l'implication du client. Okay? On parle beaucoup aujourd'hui hein, de design thinking, de tous ces éléments-là. Et donc, comment le client s'intègre dès le début si je veux faire une révision de quelque chose, si je veux créer un produit en mode agile, comment j'intègre le client au départ, comment je l'intègre dans mes processus internes. Okay? Puis, le dernier morceau du leadership agile, du côté, dans le fond, du manifeste, je reviens toujours sur les bases hein, de ça, c'est que on avance un petit pas à la fois, puis au fur et à mesure, hein, on s'améliore. En fait, plutôt que de faire des projets avec des milestones dans lesquels le 12 juin, il va y avoir un bilan, ben, il y a un bilan à la limite à aujourd'hui, demain, après-demain. Et donc, au fur et à mesure, on est en mode s'améliorer et partager ce qui s'améliore. Fait que c'est pas le résultat qui est si important, on va y arriver. Le chemin devient aussi, sinon plus important que le résultat. Ça, c'est les grands éléments de la méthode agile. Maintenant, l'enjeu qu'on voit souvent, c'est que on forme du monde dans nos organisations à la méthode agile, okay? Mais on ne fait pas évoluer les gestionnaires par rapport à leur agilité. Hein?
Ce qui fait qu'à un moment donné, ça tombe, ça casse ou ça ne donne pas les résultats escomptés. Alors, ce qui fait, et ce que je veux mentionner par rapport à ça, il y a quand même deux clients avec qui on travaille là, qui ont commencé à beaucoup travailler la notion de leadership agile, mais pas par rapport à la méthode, par rapport au gestionnaire. Ce que ça implique, si on veut travailler la dimension d'agilité, c'est pas un cours sur l'agilité. C'est vraiment travailler 6 grandes capacités. Et la façon de travailler ces capacités-là va être agile. C'est-à-dire qu'on va la travailler sur le terrain, on va la travailler à partir des situations réelles. La première grande capacité qui vient là, c'est comment je vais développer ma crédibilité comme gestionnaire. Si je pouvais aller suivre un cours, faire un test à la crédibilité, je vous en voulais un, je vous l'enverrai. Je vais juste envoyer la demande à Rémi, puis je vous renverrai un petit test là-dessus. Mais ce n'est pas là-dessus dont je parle. C'est-à-dire que si je veux travailler ma crédibilité, ça m'oblige à aller voir les gens avec qui je travaille, mes employés, et être capable de leur demander ce à quoi tu accordes de la crédibilité. Et donc, ça va m'obliger à la limite, à être agile d'une façon différente. Parce qu'on m'accorde pas, Jacques ne m'accorde pas la même crédibilité que Mario, du moins pas ces mêmes affaires. C'est une capacité à développer dans l'action au quotidien, en posant des questions, puis en ajustant son comportement, pour venir travailler cet élément-là. La deuxième capacité, c'est toute la dimension de coopération. Comment moi, je viens être coopératif. Comment j'aide ma gang à être coopératif, ça c'est une chose, mais comment moi, je deviens coopératif dans mes équipes, avec mes collègues. Ça m'oblige à scanner dans ma semaine, mettons. À quel endroit j'ai peut-être pas été en mode coopératif, j'ai peut-être été en mode compétitif. Je prends un petit recul, je me dis, OK, ici, j'aurais pu être un peu plus en mode coopératif et je vais aller travailler cette dimension-là pour aller, à la limite, faire un mea culpa de cette dimension-là. Donc, coopératif. Bon, la dimension de courage est essentielle en leadership agile parce qu'on est vraiment dans... puis le premier courage, c'est le courage de se remettre en question. Puis c'est le courage de s'entendre dire, quand je dis oui, mais, je ne suis pas en train de me remettre en question. Je suis en train de remettre l'autre en question. Cette dimension-là de courage, c'est regarder qu'est-ce que moi, je peux changer pour que ça change, pour que ça soit agile. Pas ce que les autres doivent changer. Tout le principe ici, derrière ça, c'est le principe aussi du leadership conscient et transformationnel. Donc, courage, innovation, vraiment dans des gestes, des petits gestes au quotidien. Dans le fond, qu'est-ce que je peux essayer, me mettre dans une zone d'inconfort pour expérimenter quelque chose. 10 minutes, merveilleux. Anticipation, comment j'arrive à tasser mes cartes mentales. Alors, quand j'ai des cartes mentales, c'est un concept qui dit que quand je regarde une situation, je la regarde avec une série de petites cartes à l'arrière de ma tête qui m'amènent à juger la situation. Que quand j'ai toutes ces cartes mentales-là qui me posent en termes de juge, je ne suis pas en train de découvrir qu'est-ce qui pourrait émerger d'autre. Donc, l'anticipation est là. On a parlé pas mal du volet apprentissage. À chaque jour, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui qui fait de moi une personne plus agile, dans le fond, et qui continue à me faire grandir. Au-delà des mots, puis au-delà de la méthodologie agile comme telle, ce dont on parle, c'est vraiment la dimension de travailler sur la culture et non pas sur les grands programmes de formation. Si on veut travailler le leadership agile, oui, formation sur la méthodologie, mais en même temps, accompagnement des gens sur le terrain à travailler ces capacités, 6 capacités. Alors, je vais poursuivre. Pouvoir traditionnel bascule. Je vous raconte un peu mon histoire. Vous êtes capable de lire la diapo, là, OK? Mais donc, moi, je suis actuellement en passage. J'ai réalisé cette année, entre autres, que je ne suis pas un bon gestionnaire de millennials. Okay? Ça, c'est clair. J'ai réalisé ça cette année que je me dis, OK, je peux travailler, je vais me développer sur des affaires, mais ça m'a obligé à aller un peu plus loin, à me remettre en question, puis à être capable de dire, OK, qui serait un bon gestionnaire de millennials dans mon équipe? Okay? Et bien évidemment, j'ai identifié quelqu'un qui a plus le style, qui est capable de passer, lui, c'est pas un superviseur contrôleur, c'est un influenceur, c'est un collaborateur. Okay? Lui, quand je lui demande de mettre le chapeau de contrôle, il n'aime pas ça. Okay? Moi, je suis un chapeau naturel. C'est dur à enlever. Okay? De spécialiste à coach. Okay?
d'informateur à connecteur de lien, c'est-à-dire qu'avant ça, toute l'information passe entre moi, puis c'est moi qui décide comment je la redonne. Ici, c'est tout le monde a accès à toute l'information. Et de mobilisateur à création de relations privilégiées. Fait que ce passage-là, pour moi, qui est en train de se faire, il m'a amené à vivre un certain nombre de peurs. Fait que vous avez un petit sondage qui vous amène là au niveau des peurs possibles que vos gestionnaires peuvent avoir quand on sent que je dois donner du pouvoir à mon monde, qui est un des besoins fondamentaux du leadership. En fait, des milléniaux aussi. Vous pouvez mettre là-dessus plus qu'une réponse. S'il y en a plusieurs, allez-y, puis simplement valider. Là, on va y aller assez rondement sur celle-là, donc vous pouvez y aller. En ce moment, la perte de pouvoir et de contrôle des décisions est en tête. Yes. Oui, exact. Ouais. OK, super. Perte de pouvoir d'expert qui commence à prendre de l'importance aussi. Okay. D'être incapable de faire le passage également. Moins au niveau de la perte de la relation nourrissante, moins au niveau de justement, qui est le plus faible jusqu'à maintenant. On peut juste pas le savoir aussi, parce que des fois, on n'a pas conscience de nos gestionnaires. Peut-être que vous dites, moi, je suis pas trop au courant des peurs de mes gestionnaires. OK. Fait que, clairement, qu'est-ce qui sort du lot, c'est la perte de pouvoir de contrôle au niveau des décisions. Fait on sait que si on veut, dans le fond, les pouvoirs, ils vont basculer. C'est impossible qu'ils ne basculent pas. Vraiment totalement impossible, c'est-à-dire que les milléniaux arrivent, ils veulent être gérés différemment, ils veulent du pouvoir sur un certain nombre d'affaires, ça m'oblige, moi, à aller davantage de ce côté-là. Et ça nous oblige au niveau des RH, au niveau des dirigeants, là où ça nous oblige à faire quelque chose, ça nous oblige à commencer à creuser c'est quoi la peur que les gens ont, que nos gestionnaires ont, comment on les aide à ce qu'ils puissent mieux naviguer avec cette peur-là. Okay? Et ça veut dire que dans certains cas, ils vont être obligés de négocier point à point avec leurs gestionnaires et avec leurs employés, un peu comme je le faisais hier avec justement mon gestionnaire, okay? Où j'envoie une demande, je dis écoute, j'aimerais ça que tu embauches telle personne. Tu sais. Puis là, il dit Alain, laisse-moi gérer. Tu sais. Je dis, je ne suis pas en train de te gérer, je suis en train de t'influencer. Okay? Ça m'oblige à revoir ma relation puis à retravailler. OK, comment je peux t'influencer sans que tu vives ça comme de la gestion? Okay? Ou comme du contrôle? L'avant-dernier bloc parle vraiment du volet d'évolution du développement du leadership. Okay? Historiquement, quand on développe le leadership, si le monde qui ont suivi des cours en leadership, puis je nous inclus là-dedans, c'est-à-dire qu'on donne des cours en leadership, on donne des cours sur comment faire les affaires. Des outils, des méthodes, étape A, étape B, étape C, étape C. Fait qu'on finit par développer des gens qui sont capables d'appliquer des trucs. Okay? La plus grande tendance dans l'évolution, la première tendance dans l'évolution du leadership, c'est de travailler moins sur les outils, les processus, que sur la conscience. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vos programmes de formation, vous mettez bien du stock dedans ou vous permettez d'avoir de l'espace pour que la personne réfléchisse à l'impact qu'elle a sur l'autre concrètement. Et quand on débriefe ou quand on fait une activité, on est beaucoup dans OK, est-ce que tu es conscient de ce qui se passe pour toi, puis est-ce que tu es conscient de ce qui est en train de se passer pour l'autre? Et à ce moment-là, si la recette ne marche pas, c'est pas la recette qui ne marche pas, c'est ta façon de rentrer dans la recette. Donc, travailler sur l'augmentation de la conscience, qu'on pourrait appeler la maturité professionnelle ou maturité de gestion. C'est toutes les tendances ça, sur le leadership conscient transformationnel, qui dit si un leader veut créer un changement chez l'autre, il faut qu'il change sa façon d'être avec l'autre et il y a beaucoup plus de chances que l'autre change. Quand je donne un feedback, il faut que je sois capable, au-delà de la recette, le fait, les faits, les effets, la solution, le suivi, au-delà de ça, il faut que je sois capable d'aller ailleurs pour que la personne, dans le fond, que je puisse me dire, OK, qu'est-ce qui va marcher avec elle? Donc, que je puisse être plus dans la conscience, ce qui m'oblige à prendre du recul tout le temps sur moi. Puis à observer, puis être capable de voir, oups, là, je viens de donner un feedback, mais manifestement, là, il n'est pas capable d'entendre. Ce n'est pas en y redonnant de la même façon que ça va marcher. Donc, ça, c'est un premier volet dans l'évolution du leadership qui est de travailler sur la conscience versus un petit blocage. Oui, c'est beau, merci, OK. Fait que, il y a déjà plusieurs personnes là, qui ont vu
le webinaire de Jean-Philippe Bradette, là, qui a parlé beaucoup là, du volet de l'évolution des tendances en formation. Juste dire que un de mes clients actuellement, qui est vraiment avec une gang techno, okay, le changement qu'ils ont fait dans leur programme de formation, c'est qu'ils ont eu une obligation de couper 50% de leurs dépenses de formation. Okay? Et la majorité de ces dépenses-là, c'est des dépenses de déplacement. C'est-à-dire qu'on a donc annulé toutes les formations en salle, depuis. Okay? Alors, ce qui fait que ce qui se passe actuellement avec ce client-là, c'est vraiment que la formation se donne en continu. Okay? Un des premiers éléments, c'est qu'il y a comme dit, bon, je vais commencer par la fin, des petites capsules de 2 minutes. Okay? Alors, en introduction, les gens ont des petites capsules de 2 minutes, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capsules de 2 minutes qui permettent d'aller chercher soit la notion de la prise de conscience ou soit la notion de venir passer certains éléments de contenu. Okay? Fait on isole une compétence ou un ou deux comportements qu'on veut travailler et non pas toute une affaire sur la mobilisation. Okay? Donc, micro-learning qui est là, on donne des missions aux gestionnaires puis à leurs supérieurs avant la formation. C'est-à-dire que le gestionnaire qui s'inscrit à un cours, lui reçoit une série de missions possibles en disant, ben écoute, il faudrait que tu fasses ça, ça ou ça. Tu as un choix et le boss est aussi au courant, il va venir influencer. Tout ça, évidemment, c'est soutenu par une plateforme. Okay? Donc, ça, mission de travail, mission avant, challenge d'apprentissage et donc, il reste un morceau en vis-à-vis qui est vraiment fait en classe virtuelle, pas en webinaire. Je parle d'une vraie classe virtuelle où on va créer des échanges. Il n'y a que des petites classes virtuelles de 2 heures. Okay? On a redécoupé toute la formation en leadership en blocs de 2 heures, en plus des petites micro-capsules. Okay? Et les gens repartent avec cette dimension-là. Il y a encore des missions à faire sur le terrain. Ce qui fait que 80% de l'apprentissage va se dérouler directement sur le terrain, au niveau de l'évolution des programmes de leadership. Il va rester encore pendant un bon bout de temps les programmes de leadership standards, là, où on met tout le monde ensemble, et rapidement, on s'en va vers autre chose. On s'en va vers des nouvelles approches qui vont nous permettre d'être très, très, très agiles et de travailler, encore une fois, comme une compétence, même pas une compétence, en fait, un ou deux comportements qu'on veut travailler en gestion. Je finirai avec cette dimension-là qui est l'expérience employée au cœur du rôle de leader. Et je ne vais pas mettre beaucoup de temps là-dessus parce que ça fait déjà des années qu'on parle de cette notion-là, d'expérience employée. Puis la question qui est juste à se poser, que je vous encourage à vous poser à vous, c'est est-ce que vous traitez vraiment vos employés comme des clients? C'est-à-dire que, est-ce qu'on est à l'écoute de nos clients? Donc, c'est un refresh dans cet élément-là. Est-ce qu'on est à l'écoute de mon employé, de ses besoins? Jusqu'où je peux travailler cet élément-là? Des fois, c'est juste intéressant de leur monter à la surface. C'est comment je peux impliquer mes employés davantage dans l'évolution de la boîte. Fait que, une petite question que je vous renvoie, ça va nous permettre de partager quelques idées. Qu'est-ce que vous faites actuellement pour traiter vos employés aussi bien que vos clients qui vont vous permettre d'attirer des employés, d'attirer de nouveaux employés, évidemment de les retenir, hein, ça c'est extrêmement important, et d'élargir le lien que j'ai avec ces employés-là pour leur permettre d'avoir plus d'espace. C'est comme un client, quand je veux qu'il me donne plus de business, comment mon employé peut avoir plus d'espace dans mon organisation. Est-ce qu'il y a des idées qui commencent à rentrer? Oui, bien, utilisez le chat pour ça. Vous pouvez nous lancer juste 2-3 idées s'il y a des gens qui ont essayé des choses ou qui se collent justement, qui traitent, qui chuchotent leurs employés autant que souvent on a le réflexe de faire avec nos clients. On est curieux juste de pouvoir partager un peu là-dessus. Hein. Oui. Sondage organisationnel pour être à l'affût de leurs besoins. Oui. Consultation des employés avant de faire un changement. Super. La notion de sondage qui, je ne sais pas si vous le faites de façon très récurrente ou souvent ça peut être des choses. Là, des fois, là, on le fait, mais on est dans une petite boîte, puis on le fait, puis on ne le refait pas, ou on le fait trop souvent, ou on pas. Donc, ça, c'est toujours un enjeu de questionner. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire une fois qu'on a questionné les gens? Oui, puis la notion des sondages pour la mobilisation, je vois beaucoup apparaître, moi, plutôt que de faire un gros sondage aux 2 ans, on fait une série de micro-sondages sur un morceau à la fois. Okay? Ce qui nous permet de rester constamment en contact et de ne pas ramasser 200 affaires à régler. On en traite une ou deux à la fois. Donc, ça, c'est un élément clé que je vois apparaître là, de plus en plus. Okay? Quelques autres points là, rapidement là, au niveau des comités, toute la notion de comité.
Ensuite de ça, communication, échange sur une base régulière, Office Vibe, qui est une technologie québécoise là, avec GSoft, qui d'ailleurs va être panéliste. Ça fait bien le fond. Je remercie la personne qui a été le commentaire. Mais fait que voilà, vous pouvez continuer. Là, la plateforme, on va la laisser ouverte, mais effectivement, dans le fond, ici, on a un questionnement plus pour vous. Oui. La dernière question, en conclusion, on a parlé de cette grande tendance, il y a un paquet d'éléments là-dedans. L'idée d'un webinaire comme aujourd'hui, pour moi, c'est toujours juste de générer un flash. Hein, c'est-à-dire que, est-ce qu'il y a dans ce que vous avez vu ici, un élément que vous dites, ah ça, j'aimerais ça en jaser avec mes gestionnaires. Okay? De façon à voir comment ils réagissent à ça. Okay? Ça peut être un grand thème, comme un petit morceau là, qui était là quelque part. C'est pas obligé d'être gros, mais l'idée, c'est partez avec au moins une chose que vous avez le goût d'aller mettre sur la table avec vos gestionnaires, ce qui va vous donner une occasion de les traiter comme des clients, évidemment. Okay? Je vous laisse avec ça. Rémi, tu reprenais la balle. Je pense que tu as un petit message d'intérêt public, entre autres, à passer. Donc, je te laisse, c'est bon, parfait. Génial. Ben, merci Alain. Merci à tout le monde. Là. Vous avez été là, vous avez été présent du début à la fin. Moi, ça m'inspire toujours bien confiance là, que ce qu'on a eu. Mais comme je vous dis, ce parcours-là, c'est le coup d'envoi du parcours. Puis ça se veut justement de mettre la table, de rendre d'un peu commencer à stimuler l'imaginaire de tout le monde sur des solutions qu'on va pouvoir trouver dans le laboratoire, puis le panel va arriver. Donc, les petits points en rafale là, que je veux pour la conclusion, simplement vous rappeler qu'il y a un petit devoir pour vous qui fait un peu partie de l'expérience parapluie, la thématique parapluie à tous nos parcours, qui est la mesure en ressources humaines. Parce qu'au bout du compte, on fait tout ça, mais de savoir si on a un impact, on le sait, c'est la première question, puis on l'a vu dans nos sondages quand on a mis sur pied tous ces événements-là, c'est majeur. Donc, vous avez accès à une plateforme. Si vous avez des questions, j'ai les coordonnées d'Émy Ruel. On a fait un partenariat avec Syntel, Capital Humain. Et eux autres, dans le fond, ont une plateforme qui vous permet de vous benchmarker. Et l'indicateur RH qu'on a trouvé, on voulait aller dans du simple et du de base pour vous amener là, puis pour vous montrer que dans des outils simples, on est capable d'avoir un coup de sonde. Et le taux de roulement, veut pas, on le sait, les gestionnaires ont un gros impact par rapport à la raison de quitter ou de rester dans une entreprise. Donc, c'est cela pour nous qui faisait peut-être un peu plus de sens. Puis, allez vous benchmarker sur la plateforme, vous avez jusqu'au 12 mai. Donc, ça vous laisse 2 jours. On vous a déjà communiqué l'information au départ. Les prochaines étapes, j'en ai parlé rapidement, mais un bref rappel pour vous assurer d'être là. Panel de discussion, on va avoir HEC, Spiria, GSoft, on a parlé d'Office Vibe tantôt, Syntel justement, qui sont le partenaire, qui vont toujours amener la couleur mesure RH. Je vais avoir une intro d'André Laforce d'ailleurs pour ça. Donc le 16 mai, on est à la Maison du développement durable à midi, on vous attend là. Laboratoire RH, qui est la pièce maîtresse au niveau du design thinking. On a essayé des nouvelles affaires dans le parcours 2, puis on va les répéter dans le parcours 3. Ça a été apprécié au niveau de justement prendre des cas réels. Donc les personnes qui sont ici, levez tout de suite la main, contactez-moi par courriel. Si vous avez envie de vivre l'expérience, mais qu'en plus de la vivre, vous soyez un peu le cobaye à l'expérience. Moi, je vais me risquer à vous appeler, mais si vous levez la main, contactez-moi, puis on va probablement avoir deux personnes, 2 cas, 2 entreprises réelles, puis ça rend les choses très terrain. Et le panel de clôture là, qui a lieu le 19 juin avec tous nos chefs de pratique. Je fais une brève mention par rapport à nos formations agiles parce que on a beaucoup parlé du leadership agile, qui est une grosse différence fait qu'on a les deux. On offre des formations sur la méthode, mais on a un nouveau programme qui est un projet pilote qu'on a monté de toutes pièces, qui se veut beaucoup d'accompagnement pour que vos leaders agiles puissent opérer ce changement de culture-là dans une approche d'accompagnement et de co-développement. Il reste encore 3 places à Québec pour pouvoir combler le groupe. Et certainement que si ça vous intéresse, puis à Montréal également, il va y avoir un groupe un petit peu dans à peu près 2 mois, si je ne me trompe pas. Mais faites vite, là, c'est dans une semaine. Je voulais juste le mentionner parce que c'est vraiment en lien avec ce qu'on a jasé aujourd'hui. Outils RH pertinents, il y a des gens au début qui disaient « je viens ici chercher des outils ». Ben, vous en avez, là, ça c'est juste à peu près la pointe de l'iceberg de ce que Technocompétences fait. Pour ceux qui nous connaissent bien, vous le savez, on en fait beaucoup de ces choses-là qui servent un peu toujours de point de référence pour commencer votre réflexion. Puis dire que vous ne partez pas de zéro dans cette réflexion-là. On a donc notre fameux guide RH qui est un peu notre Bible RH. On a un fascicule en analytique qui a été fait juste pour les laboratoires. Allez lire ça, c'est 4 pages qui vous donnent l'essentiel de ce que vous avez besoin de savoir en analytique.
nos capsules formationrh.ca, j'en ai identifié 2, il y en a plusieurs autres de pertinentes, mais j'en ai identifié 2 qui collaient plus à notre thématique. Et finalement, dans les mois de la GRH passés, on avait fait une recension de tout avec l'UQAM, l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, une recension de tout ce qui se fait de données probantes en termes, par exemple, j'ai identifié le fascicule sur tout ce qui est l'engagement du personnel. Et donc là, vous allez avoir des métriques très documentées au niveau d'études qui permettent de savoir sur quoi se fonder quand vous voulez entre autres, bâtir un argumentaire pour venir parler à vos dirigeants, parler à vos équipes, puis les embarquer avec vous autres dans ce que vous essayez de faire. Donc, voilà pour ça. Je vous remercie chaleureusement. Désolé, je déborde d'un petit 2 minutes. Ça, c'est nos partenaires. Comme vous voyez, on a un gros rayonnement autant à Québec qu'à Montréal avec nos différents chefs de pratique, puis la GRAP, l'AQT, Québec numérique, etc., Boomerang, puis Québec international et la VETIC. Et contribution financière également d'Emploi Québec, autant à Montréal qu'à Québec, qui rend ça possible à aussi peu de frais pour beaucoup d'heures de formation potentiellement. Et si vous êtes CRHA, c'est approuvé là, par l'ordre des CRHA. Donc, je vous souhaite simplement au revoir parce qu'on va se revoir au panel. Et comme je l'ai mentionné, le PowerPoint va être disponible. Simplement, vous allez recevoir là, dans les prochaines minutes, si ce n'est pas déjà envoyé par ma collègue Refka, vous allez recevoir le questionnaire de satisfaction. Hyper important de le remplir aussi parce qu'il vient alimenter l'ensemble du parcours par la suite au niveau de certaines questions de feedback sur les thèmes qui vous intéressent. Donc, on attend ces commentaires-là. On vous renvoie le tout là d'ici la fin de la semaine là, pour ceux qui auront rempli ce questionnaire-là. Fait que, merci beaucoup. Passez une belle fin de journée et on se revoit au panel. Donc, bonne fin de journée. Au revoir tout le monde.